Bonjour à tous, bonjour à tous. Moi c'est Franck, j'ai un background très tech finalement. J'ai fait un parcours d'ingénieur assez classique, voilà, école d'ingé de pendant 5 ans. En fait, j'ai bien vu que le salariat, c'était pas trop fait pour moi. Donc c'est vrai qu'assez vite, j'ai baigné beaucoup dans l'écosystème, start-up parisienne, OK? Et c'est vrai que attends, excuse-moi. Tac. OK. Et c'est vrai que, et c'est à partir de là, quand j'étais à The Family, au début en stage, puis ensuite en CDI en tant que développeur, que j'ai vraiment tout appris en termes de mindset entrepreneurial, et j'ai pu, tu vois, combler assez facilement mes compétences tech avec l'entrepreneuriat. Et ça, c'était assez excitant parce que du coup, tout devenait possible, tu vois? Je pouvais tester plein de choses. Voilà, j'ai passé 2 ans là-bas, j'ai appris énormément de choses. Après, j'ai fait un petit tour dans la Silicon Valley, j'ai essayé de monter deux trois trucs. Certains ont fail, d'autres ont réussi, des petits business à droite à gauche. Et là, ça fait 2 ans, c'est vrai que j'ai emménagé à Biarritz, parce que j'en avais marre de Paris. Assez vite, j'ai rencontré le tout petit écosystème startup dans le sud-ouest, donc au Pays Basque. Et assez vite, du coup, j'ai rencontré mes deux futurs associés, qui sont maintenant mes associés, Camille Mathis et Pierre-Alain Chouer. Et on a monté tous les trois Conquistador, qui est voilà, l'école des métiers startup, où on essaye d'accompagner des startups, leur montrer des méthodes de gros hacking, le mindset entrepreneurial, le community management, pas mal de sujets dans le temps. Donc en fait, on les accompagne sur le temps. Un peu sur le même modèle que The Family, mais beaucoup plus axé outillage et formation pratique. Ok. Tu vois, là, ça fait maintenant 4 mois, c'est vrai, que, mon côté tech revient encore. Et je me suis, plongé, en fait, dans la technologie blockchain. Et en fait, tu vois, au tout départ, c'est drôle parce que moi, la blockchain, j'avais vraiment associé, comme la plupart des gens ici, je pense, au Bitcoin. Et pour moi, les gens qui étaient dans la blockchain, c'était des traders, tu vois, qui étudiaient des graphes à longueur de journée. Et ça m'excitait pas vraiment. Tu vois, ça fait plusieurs années que je voyais ça de loin. Je me disais, ouais, bon, ok, c'est juste des traders, quand en fait, il n'y a pas grand-chose, c'est de la spéculation. Et j'avais tu vois, ce regard assez négatif, un peu pessimiste, tu vois, de la technologie derrière. Et c'est pour la raison, c'est pour cette raison-là que je me suis jamais vraiment penché sur la question. Et là, depuis décembre, ouais, novembre-décembre, j'ai quand même continué à creuser parce que voilà, il y avait une espèce de bull run, on appelle ça un bull run, c'est une période où tout le monde en parle d'un seul coup. Je le voyais dans les médias partout. Je me disais, Franck, il faut vraiment que tu comprennes comment il peut y avoir un tel engouement autour de cette techno, donc vas-y. Et là, je me suis bouffé des articles, je me suis bouffé tellement de documentation pour comprendre réellement comment fonctionne la blockchain, parce que c'était encore assez flou dans ma tête. Et là, en fait, c'est simple, j'ai découvert un monde, waouh, genre assez incroyable, une communauté surtout assez incroyable, qui était beaucoup dans le partage. Tu sais, c'est une communauté qui est vraiment dans l'open source, qui adore, vraiment tout ce qui est libre, et partagé. Et c'était très agréable, tu vois? Très agréable dans le sens où moi, j'ai toujours été, dans le milieu SaaS, tech, start-up, où il y avait des coups bas, des choses, enfin, tu vois? C'est un nouveau monde que j'ai vraiment découvert, et je suis tombé amoureux de ce monde, vraiment, tu vois? Littéralement. Et en creusant, j'ai vite compris que ça pouvait être, un vrai changement de paradigme que pourrait vivre internet demain. Mais genre vraiment, tu vois? Et c'est là que je me suis dit: «OK, il faut qu'on y soit». Là, les signaux que j'observe dans la blockchain, tu vois? Le fait que tout le monde en parle, le fait qu'il y ait des scams, le fait qu'il y a un engouement, le fait qu'il y a plein de gens qui détestent la blockchain, le fait qu'il y ait plein de gens qui adorent la blockchain. Tous ces signaux, c'est exactement, ce qu'on avait aussi vécu au début d'internet, tu vois? Donc tout ce qui est, ouais, c'est du virtuel, ça n'existe pas, il y a plein d'arnaques, de toute façon, c'est qu'un annuaire. Tu vois, ce genre de signaux qui montrent qu'en effet, il y a un engouement positif ou négatif d'une nouvelle technologie, soit on a peur, soit on est amoureux. Et ben, on est en train de le vivre avec la blockchain. Et c'est là que j'ai compris qu'on a intérêt à y aller, ou en tout cas à s'y intéresser, à voir comment on peut l'exploiter pour être du coup dans le monde de demain. Parce que les plus optimistes comme moi sommes assez persuadés que ça sera l'internet de demain, tu vois. Donc voilà, donc je me suis vraiment, voilà, je suis vraiment tombé amoureux de ces technos. Et j'ai vite compris aussi qu'avec Conquistador notamment, on a intérêt à y être et à enseigner ça aux entrepreneurs qui veulent créer quelque chose dans la blockchain, qui veulent se mettre dans le nouvel internet. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de monter une boîte dans la blockchain aussi, pour faire nos armes, comprendre, mettre les mains dans le cambouis et entreprendre dans la blockchain. Donc aujourd'hui, moi, je suis chez Conquistador en tant que formateur, et j'accompagne des startups.
Et en même temps, je suis chez du coup Art for All, comme tu l'as dit. Et là, c'est la boîte qu'on monte depuis 3 mois, avec mon frère notamment, dans la blockchain. D'ailleurs, je vous mets les deux liens là dans le chat, Art for All et Conquistador. Alors, on va parler un peu plus maintenant de blockchain. Ok. Donc, comme je vous ai expliqué au début, je crois que c'était que des graphes et tout, j'avais pas trop compris la techno derrière. Maintenant, tu vois, plus j'ai bouffé des articles et de la documentation sur la technologie blockchain, plus j'ai réussi en fait à développer une vulgarisation sur cette technologie. Parce que maintenant, mon combat, c'est de faire comprendre aux gens ce que c'est, faire comprendre aussi aux gens comment on peut l'appliquer et faire en sorte qu'ils perçoivent la puissance de cette technologie demain. Ok. Euh, donc maintenant, je vais vulgariser un petit peu ce que c'est et un peu changer de discours qu'on a l'habitude d'entendre sur ce qu'est la blockchain. Tu sais, souvent on entend, voilà, la blockchain, c'est des blocs de transactions. Et ça reste quand même assez flou et assez, ok, bon, on reste un peu sur notre fin. Je vais plutôt utiliser une autre explication qui est souvent bien perçue. Voyez la blockchain comme vraiment une géante base de données, d'accord? C'est une très grosse base de données, tout comme Spotify qui a sa propre base de données. Amazon aussi a sa propre base de données. À la différence que la blockchain, la base de données, elle est complètement publique. Elle est lisible par tous. Et d'ailleurs, n'importe qui peut écrire dedans. Et ça, c'est une vraie différence par rapport à une autre blockchain, une autre base de données qu'on pourrait voir dans des entreprises plus traditionnelles. Euh, donc, la blockchain est une base de données où il se passe des choses. D'accord. Il y a de la data dedans. Il y a un historique, il y a des logs. Donc, Jean a donné un bitcoin à Nicolas. Machin a fait telle action à tel moment vers tel endroit, etc. C'est que des lignes comme ça. Donc, une liste d'historique qui se passe dans la blockchain et qui est complètement visible par tous. Et n'importe qui peut faire des actions dans cette blockchain. Mais il y a quand même des choses à respecter, c'est que à partir du moment où vous écrivez quelque chose dans la blockchain, personne ne peut modifier cette donnée. Personne ne pourra réécrire l'histoire, personne ne peut supprimer la donnée que vous avez écrite, ni vous d'ailleurs. Et elle est là la vraie différence, tu vois, c'est que aujourd'hui, les databases, elles sont privées, elles sont invisibles, il se passe des choses, on ne sait pas qui touche vraiment. Tu vois, Spotify, ils peuvent changer une data à n'importe quel moment. Amazon aussi, Apple aussi. On n'a pas vraiment le contrôle sur ça. Ils nous disent, on a besoin de leur faire confiance du coup pour utiliser leurs produits, mais c'est une black box, ok. On appelle ça une boîte noire. On ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. Tandis qu'une blockchain est exactement la même chose, sauf que tout le monde voit ce qui se passe et n'importe qui peut voir sa propre action dans la blockchain. Excuse-moi, Franck, ça me paraît très clair, en effet, et tu as même anticipé une question que j'avais sur est-ce qu'on pouvait modifier les écritures des autres. Donc apparemment non, mais moi, il y a quelque chose qui me rend curieux, parce que je suis un néophyte, clairement, hein, sur le sujet Ouais. blockchain. C'est comment on écrit sur cette base de données. Ok. Justement, alors c'est là que c'est intéressant parce que tu vois, il y a des gens qui pensent que quand sont sur des exchanges, on appelle ça des exchanges, tu sais, c'est les fameux sites internet comme Binance, Coinbase, donc les sites internet qui permettent de trader de la crypto-monnaie. On a tendance à penser que lorsqu'on achète des bitcoins ou qu'on les échange contre une autre crypto-monnaie sur Binance, par exemple, on interagit avec la blockchain. Ce qui est faux, en fait. Tu vois, Binance, c'est une banque. Il faut vraiment voir Binance comme une banque traditionnelle, comme la BNP, etc. C'est quelque chose qui vous n'interagissez pas du tout avec la blockchain en tradant de la crypto-monnaie sur ces sites internet-là. Par contre, si tu veux réellement avoir une action, toi, avec la blockchain, c'est en passant par des applications décentralisées. Donc, c'est vraiment le sujet que justement Charles va parler tout à l'heure. C'est une application qui se connecte directement sur la blockchain et qui te permet de faire l'interaction avec la blockchain de manière très simple, en appuyant sur un bouton visuel, etc. Binance ne fait pas ça. Binance, quand tu prends de la crypto-monnaie sur Binance, Binance va juste retenir qu'il te doit 2 bitcoins parce que tu l'as tradé. Point. Et il va faire l'interaction avec la blockchain. Binance va faire l'interaction avec la blockchain seulement si tu veux retirer ton argent. C'est exactement comme une banque. Tu vois, quand tu ouvres ton appli BNP Paribas pour voir ton compte bancaire, tu vois un chiffre qui s'inscrit. Tu vois, je sais pas, tu as 1000 euros. Il t'inscrit en effet 1000 euros, mais en fait, tu ne possèdes pas vraiment cet argent. Cet argent, il est déjà entre les mains de plein de traders de la banque. C'est très virtuel tout ça. Par contre, le jour où tu es au distributeur et que tu veux retirer ces 1000 balles, en effet, là, la BNP, son taf, c'est de te payer. Et donc là, ils doivent tout faire pour en effet te payer. C'est la même chose avec Binance. Quand tu réclames ton argent, donc si tu veux passer de Bitcoin à euro ou au dollar, et que tu dis, bah, moi je veux ça, c'est là que Bitcoin a intérêt à te payer. Donc en fait, les exchanges ne te permettent pas d'interagir avec la blockchain directement. Par contre, grâce à des applications décentralisées,
Oui. Maintenant, tu vois, faut voir. J'aime bien faire ce rapprochement. Euh, c'est un petit peu comme, tu vois, là où l'intérêt de la blockchain en vrai, c'est justement supprimer les intermédiaires. Lorsque tu es à la boulangerie et que tu veux payer ta baguette et que tu payes avec ta carte bleue, eh bien, tu passes par un tiers de confiance. Tu passes par ta banque, qui est ta carte bleue. C'est-à-dire que l'argent, ça fait quoi? Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est qu'en passant ta carte, tu vas simplement dire à la banque, est-ce que j'ai assez de fonds pour donner cet argent-là à la boulangère? La banque, elle, va décider si oui ou non l'argent sera viré. Ok. S'il se trouve que tu as le droit et qu'elle décide que tu as le droit de le faire, elle va, elle, envoyer de l'argent à la boulangère et toi t'en retirer de ton compte, mais virtuellement du coup. Ok. Et donc tu passes par une banque. Ça fait toi, banque, boulangère. Si tu passes par la blockchain, donc quelque chose qui est complètement décentralisé, tu vas faire directement toi, boulangère. Donc c'est toi qui vas envoyer directement un bitcoin à la boulangère. Ça fait cher la baguette. Donc tu vois le point. C'est un petit peu comme si tu donnais directement les pièces à la boulangère. D'accord. À la différence que la pièce, tu vois, l'État ne peut pas vraiment tracer ce qui se passe. Quand c'est de la monnaie, ils n'ont aucun contrôle sur la traçabilité d'un billet. Ils ne savent pas quel chemin il a fait le billet. Ce qui permet du coup des blanchiments d'argent, des trafics d'armes, de drogue, etc. Tu vois. Tandis que si on imaginait un monde entièrement dans la blockchain, tu vois, eh bien, il y aurait cet aspect direct, sans intermédiaire. Donc, voilà, j'envoie un bitcoin à la boulangère. Mais en plus de ça, l'État a la possibilité de savoir d'où vient ce bitcoin. Parce que tout est tracé sur la blockchain, tu vois. Donc, si on c'est assez drôle parce que moi, j'entends beaucoup parler de blanchiment d'argent et de fraude sur la blockchain, etc., des gens qui blanchissent de l'argent. Mais au final, si on pense à un monde 100% décentralisé et qui fonctionne complètement dans la blockchain, il serait impossible de blanchir de l'argent parce qu'on sait exactement d'où vient chaque pièce de monnaie dans la blockchain, tu vois. Donc, si toi, tu vas acheter une arme, l'État saura que tu as acheté une arme. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est dans ce sens où c'est intéressant parce que c'est lisible par tous, tracé complètement, mais sans intermédiaire de confiance. C'est là que c'est intéressant, tu vois. Maintenant, ouais, vas-y, tu avais un truc. Ouais, enfin là, on parle beaucoup d'argent, mais la blockchain, on peut faire plein d'autres choses. Enfin là, en ce moment, on entend beaucoup parler des NFT. Moi, j'avais déjà entendu parler je crois que c'était de crypter c'est quoi, c'était même pour pour des artistes qui voulaient mettre des brevets sur la blockchain ou ce genre de choses, ou pour prouver en fait la parentalité, la paternité, ou le fait que ce soit toi qui as créé quelque chose, tu pouvais le mettre sur la blockchain. Alors c'est deux exemples d'applicatifs que j'ai, mais Carrément, carrément. En fait, tu vois, ça va me permettre d'expliquer un peu l'histoire de la blockchain, pourquoi elle a été créée, et du coup, quelle était son utilisation avant et quelle est maintenant son utilisation. Tu vois, en 2009, il y a un type qui est anonyme d'ailleurs, il se fait appeler Satoshi Nakamoto, on sait pas qui c'est. Bon, il y a la CIA qui pense, ils disent qu'ils savent qui c'est, mais voilà, personne ne sait vraiment. Et lui, il avait un idéal, tu vois, il était un petit peu anarchique, tu vois, anarchiste, je veux dire. Il voulait vraiment s'affranchir de l'État, s'affranchir du système économique qui est maîtrisé et dirigé par des gens, par des humains. Et il voulait s'affranchir de tout ça et plutôt penser à un monde très décentralisé, pour le coup, et dont le pouvoir appartient qu'au peuple, etc., etc. Du coup, il a tout de suite en fait conçu, réfléchi à un système décentralisé. Et sa première application, lui, c'était la monnaie. Lui, ça posait problème que la monnaie soit maîtrisée et dirigée par des gouvernements ou des institutions. Il a inventé la blockchain, ok, donc ce système qui est complètement décentralisé, cette base de données où n'importe qui peut écrire dedans, et qui est en fait aussi nulle part parce qu'elle est partout. Cette blockchain, il faut savoir qu'elle est dupliquée sur des centaines de milliers d'ordinateurs. Donc ça veut dire que personne ne possède vraiment cette blockchain-là. Il n'y a pas d'État qui la possède, il n'y a pas de gouvernement et il n'y a pas une personne. C'est une quantité astronomique de personnes qui la possèdent. Donc c'est assez intéressant de se dire que personne ne possède la blockchain parce que tout le monde la possède. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, lui, il a tout de suite appliqué la monnaie parce que c'était quelque chose de très facile à appliquer, tu vois, numériquement parlant. C'est juste des transferts de chiffres. Euh, Ça ne utilise pas beaucoup de data, il n'y a pas beaucoup de processeurs, pas beaucoup de quantité d'énergie nécessaire pour faire ce genre de transaction dans une base de données aussi énorme, tu vois. Donc lui, ce qu'il a vu comme une application directe, c'était la monnaie, un système monétaire qui est décentralisé à 100%.
c'était en 2009 quand même, tu vois, c'était il y a plus de 10 ans, tu vois, donc la techno, elle date un peu. Maintenant, on arrive à faire des choses un peu plus intéressantes. En 2015, notamment, il y a un type qui s'appelle Vitalik. Pour le coup, il n'est pas anonyme. Lui, il a voulu améliorer cette blockchain-là pour ajouter une petite fonctionnalité qui paraît assez petite en le disant, mais en fait qui a changé énormément de choses. Il s'est dit, bah maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte qu'à chaque transaction, à chaque action qui se passe dans la blockchain, il va y avoir du code qui va pouvoir être exécuté. Tu vois. Donc, c'est-à-dire que voilà, quand Jean a fait telle action dans la blockchain, ça va exécuter une logique qu'un propriétaire de smart contract, on appelle ça les smart contracts, c'est des bouts de code qui sont exécutés dans la blockchain, il aura écrit, d'accord, et en fait qui sera exécuté à chaque moment où il y aura telle ou telle action qui va se passer. Et là, d'un seul coup, ça a ouvert un peu un univers d'application. Parce que tu vois, on peut très bien imaginer, par exemple, lorsque moi, je veux donner un bitcoin à Sarah, je veux qu'automatiquement, il y ait 5% qui soit remis à Julia. Ok. Pourquoi? Parce que en fait, c'est mon agent et que moi, je suis artiste et du coup, il y a des royalties, etc. Et là, tu commences un peu à comprendre qu'on va pouvoir commencer à s'affranchir de plein de tiers de confiance qui jusque-là existaient, par exemple la SACEM ou même simplement les agents de com, etc. Parce que en fait, le transfert d'argent se fera de manière automatique et complètement fair, car visible par tous. Parce qu'il faut savoir que le code de ces fameux smart contracts est complètement libre, complètement lisible par tous. Et l'utilisateur, s'il n'est pas d'accord avec ce code, il peut juste ne pas l'utiliser. En tout cas, il est assez visible. Il ne peut pas y avoir de fraude possible dans le sens où c'est juste du code qui est exécuté et on ne fait plus confiance à quelqu'un qui va répartir de l'argent, par exemple. Tu vois. Donc là, je parle d'argent encore une fois, mais ça peut être encore une fois plein de choses. Par exemple, la NFT, comme tu disais, tu vois, un smart contract peut inclure de la donnée. Un smart contract peut stocker une valeur dans une variable. Du coup, on va pouvoir commencer à inclure du code, on va pouvoir inclure une image dans un NFT, on va pouvoir même peut-être inclure du coup un bien numérique, tu vois. Et là, on va pouvoir commencer à authentifier et à rendre unique un asset digital. Par exemple, une image, une vidéo, etc., car il est inclus dans un smart contract. Et là, c'est intéressant parce que tu vois, on est né dans un monde numérique dans lequel tout est duplicable. Tu vois, c'est des 0 et des 1. Une image, c'est CTRL-C, CTRL-V à l'infini. Donc pour nous, une image, une vidéo numérique n'a pas de valeur parce qu'elle est duplicable à l'infini. On a toujours été né dans un monde comme ça, de par la conception du numérique. Okay, et c'est là que c'est un peu mindfuck parce que pour la première fois, dans le numérique, on va réussir à authentifier un asset digital. On va pouvoir authentifier une image ou une vidéo qui n'est plus des 0 et des 1. Enfin, en fait, en réalité, c'est toujours des 0 et des 1, sauf qu'elle est associée à un ID, tu vois, un numéro de série, et qui est complètement pas modifiable dans la blockchain. Il est immuable, cette donnée. Personne ne pourra y toucher parce que c'est dans le protocole de la blockchain. La blockchain est codée de telle sorte à ce que personne puisse toucher à ça. Donc une image, maintenant, on peut la rendre unique dans la blockchain, comme une vidéo, comme même une musique, comme un texte, etc., etc. Et là, d'un seul coup, c'est intéressant parce que tu vois vite que bah, l'industrie de l'art va être changée complètement, dans le sens où maintenant même des artistes dans le digital vont pouvoir commercialiser des assets, des images, des vidéos, des jeux vidéo même. Dans les jeux vidéo, une armure d'en haut, par exemple, va devenir quelque chose dans la blockchain et codée dans la blockchain. Donc elle est bien unique, cette armure. Ou bien il y en a peut-être que 100 dans la blockchain, donc 100 dans le jeu. Donc d'un seul coup, il y a une valeur qu'on peut attribuer à cette armure. Parce qu'en effet, ce qui fait la valeur d'un bien, qu'il soit digital ou physique, c'est sa rareté et ce qu'il représente. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est un peu mindfuck parce qu'on se dit vite qu'au final, la différence entre un bien digital et un bien physique, bah, il y a de moins en moins de différence maintenant. Tu vois, la seule maintenant différence, c'est que l'un est virtuel, l'autre est physique, on peut le toucher. Mais le virtuel est tout aussi authentifiable et unique que le physique, voire même plus. Parce que tu vois, des tableaux de Picasso, il y en a plein qui sont copiés dans la vie réelle, comme des cartes Pokémon, il y en a plein qui sont falsifiées. Euh, enfin, il y a plein de choses qu'on peut falsifier physiquement assez facilement. D'où des métiers comme l'expertise, des gens qui sont là pour authentifier des biens, etc. Dans la blockchain, même pas besoin d'experts. C'est écrit dans la blockchain en effet que c'est l'authentique, car c'est inscrit avec le numéro de série et le nom du créateur, etc. Et ça, personne ne pourra le modifier. Donc au final, un NFT, ce qu'on appelle NFT, c'est ces biens digitaux qu'on peut authentifier dans la blockchain, a même plus de valeur qu'aujourd'hui qu'un bien physique, parce que n'importe qui peut l'authentifier, et aussi il est indétériorable. Tu vois, le tableau de Picasso, on peut le détériorer. Il peut s'abîmer dans le voyage, etc. Et puis,
il peut se passer plein de choses avec ce tableau-là. Tandis que dans la blockchain, non. C'est virtuel, du coup, on ne peut pas le détériorer. Ouais, dis-moi. On a quelques questions dans le chat et dans l'onglet questions. Tu parlais à un moment du fait que tout était accessible pour tout le monde dans la blockchain au niveau de la base de données. Il y a Damien qui nous demande comment ça se passe en termes de RGPD avec la blockchain. Eh ben, c'est assez drôle parce qu'il faut savoir que la blockchain n'est pas du tout RGPD. Parce que regarde, quelqu'un qui écrit dans la blockchain, il ne peut pas du tout supprimer ce qu'il vient d'écrire. Tandis que la RGPD demande à ce que l'utilisateur ait le droit de supprimer toute trace qu'il a mis quelque part sur Internet. C'est impossible dans la blockchain. Par essence, par définition, la blockchain est immuable, c'est ce qui fait sa force. Donc fatalement, le RGPD n'est pas du tout applicable dans la blockchain. Et tout ce qu'on y fait, toute l'utilisation qu'on fait dans la blockchain n'est pas du tout RGPD compliance. Pas du tout. Maintenant, la question c'est est-ce qu'il faut revoir du coup la construction de la blockchain même et du coup on perdrait l'intérêt de la blockchain ou plutôt l'État qui doit légiférer ça et plutôt revoir lui et s'appliquer lui-même à la nouvelle technologie, tu vois. C'est un vrai sujet. Autre question qui me paraît, on en a plein des questions. Je sais pas si on va avoir le temps de répondre à tous. En tout cas, là maintenant, après peut-être qu'on pourra revenir sur certaines je te laisserai regarder pendant que Charles parlera. Comme ça, tu pourras peut-être à la fin faire un petit récap de ce qui te paraît le plus intéressant et sur lesquels tu as envie de t'exprimer. Là, on a une question de Daryl qui parle de technique. Vu que tu es développeur blockchain, ça me paraît pertinent de te poser cette question. Comment tout le monde peut posséder la blockchain, comment on peut décentraliser une base de données, comment cela fonctionne techniquement. Ok. En fait, techniquement, la blockchain, il faut le voir comme un réseau. C'est un protocole qui se passe donc c'est un réseau avec un certain port sur lequel les gens peuvent se connecter et peuvent mettre à contribution leur machine pour faire partie de ces fameuses machines qui hébergent la base de données. D'accord ? Bon, c'est un petit peu technique, mais en vulgarisant, à peu près n'importe qui aujourd'hui, en plus avec les sites internet qui existent, vous pouvez participer au réseau et du coup faire en sorte que, parce qu'il faut savoir que la blockchain, son niveau de décentralisation dépend complètement du nombre de personnes qui l'hébergent. Évidemment, plus il y a de personnes qui dupliquent cette base et qui possèdent cette base, plus la blockchain est robuste et plus elle est infraudable. D'accord ? Donc, ce qui fait la force d'une blockchain, ce qui fait qu'il y en a énormément de personnes qui la maintiennent. Maintenant, les gens qui ont conceptualisé la blockchain se sont dit comment on peut encourager les gens à faire marcher la blockchain. Comment on peut, tu vois, il faut bien une carotte en fait. Et pour ça, ils ont créé le minage, qui fait que les gens qui mettent à contribution leur ordinateur pour faire fonctionner cette blockchain, ils vont recevoir des récompenses parce que voilà, ils contribuent à la blockchain. Maintenant, c'est intéressant ce point parce que du coup, au tout départ, ces méthodes de récompense étaient basées sur la puissance de calcul de ta machine, surtout sur Bitcoin et Ethereum, qui sont les deux plus grosses blockchains qui existent. Hein. Et ça pouvait poser des problèmes déjà de coût de matériel, parce que putain, ça coûte cher, tu vois, et aussi d'écologie. Quoique c'est vrai, on entend beaucoup parler que la blockchain pollue énormément, que Bitcoin pollue énormément de par ces mineurs qui sont de plus en plus et qui ont des plus grosses machines et qui construisent des fermes de minage et que du coup ça pollue énormément. Il faut savoir que le système monétaire actuel, c'est vrai qu'il est, à mon avis, bien plus polluant que la crypto-monnaie de par tous les transports de fonds et tout ce qui peut se passer avec la création de billets, etc. À mon avis, on pollue beaucoup plus avec des billets physiques que dans le Bitcoin. Ne serait-ce que les gens qui sont dans la blockchain ont quand même réfléchi à ce sujet en disant il nous faudrait des blockchains qui soient complètement écologiques et qui n'aient pas d'impact sur l'environnement. Et on a réussi à le faire, notamment depuis que seulement 3-4 ans, à des nouvelles chaînes qui existent. Je pense à Binance Smart Chain ou d'autres qui ont travaillé leur protocole pour que justement on soit plus basé sur la puissance de calcul, mais plus sur de l'épargne. On appelle ça la preuve d'enjeu. Bon là c'est un peu plus technique, mais du coup on ne regarde plus ta puissance de la machine, mais plus ce que tu as dans ton portefeuille en termes de monnaie qui appartient à la blockchain pour te récompenser. Voilà. Donc, du coup, en effet, aujourd'hui, pour rentrer dans la blockchain en tant que participant et constructeur et celui qui fait maintenir la blockchain, c'est à peu près accessible par n'importe qui. Selon la blockchain que tu utilises, il y en a qui demandent une grosse puissance de calcul, d'autres pas du tout. On appelle ça la proof of stake, exactement Thibaut. Et là, pour le coup, il existe plein de sites pour participer à ça. Ouais, clairement. Ok, comme je te disais, je pense qu'on là il est 12h30, j'ai jamais été autant à l'heure à la suite d'un intervenant. Ce que je propose moi, c'est qu'on passe justement à la partie de Charles qui va nous parler de finances décentralisées plus en détail.
Comme je te disais, Franck, si tu le souhaites, je te laisse regarder un petit peu les échanges qu'il y a eu dans le chat. Je ne sais pas si tu as eu trop l'occasion de regarder les questions qu'il y a eu dans l'onglet questions. Peut-être qu'il y en a une ou deux auxquelles peut-être on pourra répondre à la fin si jamais tu penses pouvoir vraiment apporter quelque chose d'intéressant. Carrément, il faut savoir que tous ces concepts, et je finirai là-dessus, donc faire ses premiers pas dans la blockchain et surtout entreprendre dans la blockchain, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, on est en train, alors là on est en train de la finir justement, un cursus pour l'initiation à la blockchain, pour entreprendre dans la blockchain. On vient de la finir sur Conquistador. Et la première promo est en septembre, ça dure 5 jours. Et là, on vous donne vraiment toutes les bases pour commencer à entreprendre dans la blockchain, comment recruter les bonnes personnes et comment l'appréhender, faire un lancement de projet, etc. Donc, c'est sur le site de Conquistador, donc je vous invite à y aller. Ce sera, d'ailleurs, il y aura très peu de personnes en septembre. Mais voilà, on aura l'occasion sûrement d'en reparler après. Ok, très bien. Eh bien, allez sur Conquistador pour voir tout ça. Merci beaucoup Franck, on se retrouve tout à l'heure. Maintenant, je propose qu'on laisse la place à Charles pour qu'il puisse nous expliquer tout en détail sur la finance décentralisée. Ouais, alors je vais partager mon écran, vous devriez normalement bientôt le voir. Hop. Je vous laisse me dire quand c'est bon. Moi, je le vois. Ok, super. Alors oui, en effet, aujourd'hui, je voulais parler, moi, de la finance décentralisée. Je vais présenter ce que c'est, rentrer un peu dans le détail, illustrer également avec des protocoles et des services de ce qu'on appelle la DeFi, Decentralized Finance. Donc, je parlais sûrement de DeFi, de finance décentralisée pendant ces quelques minutes ensemble. Je présenterai également deux concepts, celui de l'Internet de la valeur, qui a été finalement un peu évoqué par Franck, mais je vais essayer de le préciser, et Wall Street API. Alors là, c'est moi qui me fais un peu plaisir et je fais dérouler un peu mes quelques slides. Moi, je travaille maintenant chez KPMG, donc Blockchain Partner by KPMG. Blockchain Partner, c'était une startup de conseil spécialisée sur les technologies blockchain et les crypto actifs. Les équipes ont rejoint au 1er mars 2021, donc c'est tout récent, les équipes de KPMG France. Et donc moi, je suis le responsable grand compte dans cette BU. Alors, l'Internet de la valeur. Alors, en préambule, voilà, moi, j'aimerais préciser ce que c'est l'Internet de la valeur. Si Internet, là, je pense que tout le monde va comprendre de quoi je parle, permet de transférer de l'information, initialement de façon décentralisée. Bon, à relativiser quand on a tous utilisé Gmail et WhatsApp depuis ce matin, mais c'est un autre sujet. Avec les technologies blockchain et les actifs numériques, les cryptoactifs, il devient possible de transférer de la valeur sans intermédiaire et ce de manière sécurisée. C'est ce dont parlait Franck. Donc, moi, je considère qu'il y a 3 briques qui permettent de créer cet Internet de la valeur. Un, c'est la rareté numérique, et ça, c'est induit par Bitcoin, qui permet pour la première fois de transférer un actif financier de façon simple, sans intermédiaire, et de transférer de la valeur. Ce qui n'est pas possible avec Internet. On peut envoyer un mail, on ne peut pas transférer de façon certaine, on ne peut pas créer de rareté numérique avec un mail sur Internet. Et le deuxième concept, celui de tokenisation, le fait de jetoniser un actif. En fait, on va donner tout simplement à un actif qui soit numérique ou pas les caractéristiques de Bitcoin, les caractéristiques de fait de se dire on va pouvoir le transférer, s'assurer de la rareté. Et ça, on peut le faire sur n'importe quel type maintenant d'actifs. Alors, je ne vais pas rentrer techniquement sur comment ça fonctionne, mais voilà, c'est le deuxième concept intéressant, la tokenisation. Et le troisième, c'est celui de la programmabilité. Et ça, c'est induit par les fameux smart contracts qui sont du code poussé sur des blockchains et qui permettent de conditionnaliser en fait ce transfert d'actifs. Donc, on est capable de créer des virements avec Bitcoin assez simples et on permet d'aller plus loin et de complexifier les échanges grâce aux smart contracts, notamment sur la blockchain Ethereum. Finalement, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe? On peut considérer que l'industrie financière elle est en train de vivre un peu ce qu'a connu l'industrie de l'information il y a maintenant une vingtaine, trentaine d'années, avec cette quête, cette idée de comment est-ce qu'on va pouvoir aller minimiser les coûts associés à chaque transfert de valeur. Notamment grâce à cette programmabilité, ce concept de programmabilité, on est capable aujourd'hui de plus seulement faire des virements assez simples comme c'était le cas avec Bitcoin, mais de créer des produits, des services financiers beaucoup plus complexes. Ce qu'on appelle globalement finance décentralisée, c'est un peu la somme de l'ensemble de ces services financiers qui permettent de faire des transferts de valeur plus complexes que simplement sur Bitcoin. Je vais essayer maintenant de définir un peu ce que c'est la DeFi et d'illustrer ça en vous donnant un peu des envies d'aller découvrir, de creuser ces sujets après ce webinaire. Qu'est-ce que la DeFi? La DeFi, tout simplement, c'est une alternative aujourd'hui au système bancaire traditionnel qui est nativement numérique, qui fonctionne sur les infrastructures blockchain et qui utilise les cryptoactifs, sur lesquels on fait transiter des cryptoactifs. De la même mesure que
sur l'Internet de la valeur, on trouve un peu des keywords voilà, pour définir un peu ce que ça apporte de nouveau, cette finance décentralisée. Il y a la programmabilité. En effet, on peut automatiser de la gestion de valeur, de la transfert d'actifs avec cette idée de conditionnabilité via les smart contracts dont on a parlé tout à l'heure. L'accessibilité, en effet, n'importe qui peut interagir avec les applicatifs existants, peut développer de l'applicatif et donc il y a évidemment un abaissement des coûts à l'entrée. Ça veut dire que aujourd'hui, alors nous en France, on a tous a priori un compte bancaire. C'est pas le cas sur Terre. Soit plus de 60% des adultes ne sont pas bancarisés. Donc là, on voit immédiatement l'intérêt de ces technologies complètement ouvertes, complètement open source. Et la composabilité, c'est ça aussi qui est extrêmement intéressant, c'est que finalement, chaque produit financier, chaque service est un peu comme une brique de Lego. Ça veut dire qu'on va pouvoir aller s'imbriquer sur des services déjà existants pour créer des nouveaux services. Et là, ça induit quelque chose aussi d'intéressant, c'est que quand moi, en tant que développeur, je vais vouloir lancer un nouveau service financier, tout de suite, je vais me retrouver soit en concurrence avec les services existants, soit en totale symbiose avec les projets qui sont déjà sur le marché, parce que je vais aller chercher un bout de brique déjà existant à la place de recoder l'ensemble du sujet. Finalement, on peut considérer que le back-end qui est derrière ces technologies-là, en fait, il est commun. Tout le monde se plug sur le même back-end, et c'est finalement le front qui va changer et qui sera la différence entre les différents services de la finance décentralisée. Sur cette idée peut-être de composabilité, de back-end, c'est là d'où vient un peu l'idée de Wall Street API, l'idée de se dire que voilà, on a une place financière où n'importe qui va pouvoir venir se plugger, aller chercher de la donnée, la transformer, interagir avec, comme avec une API. Et donc là, il y a un certain nombre de produits financiers, de services financiers qui vont se créer, des portefeuilles, des services de prêt, des échanges d'actifs, etc., etc. Et moi, en tant qu'utilisateur, je vais pouvoir aller chercher, les utiliser de façon séparée ou ensemble. Et puis, en tant que développeur, entreprise qui souhaite proposer un nouveau service, je vais pouvoir aller me reposer sur les briques de façon déjà existante. Et ça, c'est permis, cette composabilité, cette automatisation des transferts de valeur sur les fameux smart contracts qui sont, je le rappelle, simplement du code, mais qui est poussé sur blockchain. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente, cette finance décentralisée? Ça représente en gros 60 milliards de dollars qui sont, sous forme évidemment d'actifs numériques, mais qui sont impliqués dans les services financiers de la DeFi, de la finance décentralisée. Ça, c'est un phénomène qui est assez récent, qui a un peu plus d'1 an. Les montants impliqués, ils ont fait en gros x100. Il y a plus aujourd'hui de 2 millions de portefeuilles virtuels, de portefeuilles de cryptoactifs, en lien avec la finance décentralisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de, pas 2 millions de personnes, mais en tout cas 2 millions de portefeuilles qui interagissent régulièrement avec ces nouveaux services financiers complètement numériques. Pour rappel, et c'est là où on voit que c'est encore la genèse de ces choses-là, le marché des cryptoactifs aujourd'hui, c'est 1400 milliards de dollars, dont d'ailleurs 50% sont présentés par Bitcoin à peu près, en fonction des cours, évidemment, qui fluctuent tous les jours, toutes les minutes. Donc c'est encore quelque chose de petit, mais qui intéresse énormément d'acteurs, à la fois des acteurs traditionnels, des acteurs natifs de cet écosystème blockchain, et puis aussi des acteurs plus traditionnels, des banques centrales, mais je reviendrai dessus par la suite. Alors, quelques exemples de services de la DeFi. Alors là, les gens qui connaissent un peu ces sujets vont connaître tout de suite ces trois services qui sont parmi les pierres angulaires un peu de ce nouvel écosystème. Alors, Uniswap. Uniswap, c'est un service complètement décentralisé qui permet d'échanger ses jetons, qui permet d'échanger ses tokens. L'innovation, elle réside en fait dans le fait que, de façon complètement automatisée, on va avoir des marchés monétaires qui vont se créer et on va pouvoir aller, moi, échanger mes Ethers contre d'autres cryptoactifs. Et ça de façon complètement décentralisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de banque derrière. L'équipe qui développe le produit et le service Uniswap, en fait, ils mettent en place un certain nombre de smart contracts et moi, je vais pouvoir venir avec mes jetons A et repartir avec des jetons B. Évidemment, eux, ils touchent une commission. À chaque fois, c'est ça le business model d'Uniswap. Ils touchent une commission sur chaque trade. Donc voilà, on peut échanger de façon décentralisée son argent. Aave, qui est un service d'emprunt et de prêt. Donc, ça veut dire, moi, je peux venir avec mes cryptos et dire, voilà, je souhaite prêter de l'argent et évidemment, je vais avoir un taux d'intérêt ou à inversement, je peux venir emprunter des liquidités et là, comme avec une banque, je vais devoir rembourser avec des frais et c'est comme ça que ce service peut exister et devient intéressant. Une fois qu'on a dit qu'on pouvait échanger de façon décentralisée ces jetons, qu'on peut les prêter, les emprunter, donc avoir des revenus, et là, il y a aussi un troisième service. Alors, Yearn Finance, c'est un protocole, c'est-à-dire qu'ils ne font pas que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, qui sont des sortes de fonds d'investissement. C'est un peu plus complexe que ça. Mais l'idée du fonds d'investissement, c'est de se dire, une fois que je sais que je peux aller prêter mon argent, je peux aller
les échanger de façon décentralisée, on va pouvoir écrire des stratégies. On va se dire, voilà, là, j'imagine que en faisant cette action, suivi de cette action, et enfin cette 4e action, je vais pouvoir aller chercher du profit. Là, c'est super intéressant. Il y a un nouveau métier qui est en train d'émerger. C'est les stratégistes. C'est des gens qui écrivent ces stratégies d'investissement, qui les poussent sur du smart contract. Et moi, en tant que particulier, comme sur un fonds d'investissement traditionnel, sauf que là, on reprend les caractéristiques de cette finance complètement décentralisée et nativement numérique, on va pouvoir aller, à coût quasiment nul, investir dans ces stratégies. Et pour $1, alors c'est pas exactement vrai, mais en tout cas, c'est l'idée et ce sera, je pense, c'est la volonté aussi de ces acteurs qui proposent du contenu et qui proposent des services sur cet écosystème, que n'importe qui, à partir $1, €1, puisse aller investir dans ces fonds d'investissement. Donc là, c'est quelque chose d'assez complètement nouveau. Sauf que ces 3 services, en fait, ils existent. Et nous, ce qu'on a voulu essayer de faire, et ça va être le propos de ma prochaine slide, c'est comment est-ce qu'on fait pour que n'importe qui, demain, puisse facilement aller interagir avec ces produits financiers qui peuvent en fait être un peu complexes. Aujourd'hui, c'est pas forcément simple pour n'importe qui d'aller acheter des cryptos, de les détenir, de savoir quel type d'investissement faire, de se connecter à ces services de la DeFi. Et là, il y a un vrai sujet sur l'expérience utilisateur, les interfaces utilisateurs. Et je souhaitais aussi un peu vous parler de ça sur le sujet de DeFi. Pour illustrer un peu cette composabilité et ce qui est possible de faire, je vous présente un screen d'une expérimentation qu'on a faite qui s'appelle Cofinance, alors qui n'est pas un produit live, mais qui a été développé par nos équipes un peu pour une sorte de proof of work qu'on montre notamment à nos clients bancaires pour leur dire que ça existe, c'est aujourd'hui et il faut s'y intéresser. C'est Cofinance. Cofinance, qu'est-ce que c'est? C'est une seule interface qui permet de se connecter à 3 produits de la DeFi. Vous avez sur un premier onglet dashboard, voilà, vous pouvez vous connecter avec votre wallet et puis votre portefeuille virtuel où vous détenez vos cryptoactifs. Et puis, vous allez pouvoir voir, je détiens à la fois de l'Ether, de l'USDC, du WBTC, du DAI. Je ne vais pas rentrer dans les considérations de dire ce que c'est, mais c'est globalement des actifs numériques, des crypto-monnaies, des cryptoactifs. Et on propose de se connecter à 3 services déjà existants. L'échange de cryptoactifs, qui est le premier onglet, prêter et emprunter, Vault et Fonds. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est que derrière, vous avez simplement une seule interface avec 3-4 onglets. On vient se connecter, nous, différemment. On vous permet en fait d'être la porte d'entrée, d'être un agrégateur de services où vous allez pouvoir, sur l'onglet 2, échanger vos cryptos, vous connecter directement à Uniswap, prêter et emprunter, vous connecter directement à Aave, à AVE, et sur Vault et Fonds, vous connecter directement à Yearn Finance, qui sont les 3 services que je vous ai présentés juste avant. Qu'est-ce que ça illustre? En fait, cette slide, ça illustre et ce screen de cette application, mais ça illustre que juste en travaillant, juste avec des guillemets évidemment, en travaillant sur l'expérience utilisateur, on est capable de proposer une nouvelle expérience de comment je me connecte et comment est-ce que je trade avec la finance décentralisée. Voilà pour cette interface. Je ne sais pas s'il y a des questions pour le moment. Je n'ai pas le chat devant les yeux. Alors, que je te dise ça, on a eu une question déjà dans le chat de Federico qui demande quels enjeux pour la finance traditionnelle face à la DeFi dans les 5 prochaines années, mais c'était en début de tes mais ça, je viendrai dessus après sur ma slide de conclusion. Ouais. Ok. Là, il y a Nicolas qui vient à l'instant de nous demander Cofinance est open source, pour interrogation. Alors, Cofinance, pour le moment, c'est que chez nous et c'est pour nos équipes. Je ne sais pas si on prévoit de le rendre disponible. Je pense que pour l'instant, ça reste une sorte de proof of concept qu'on apporte devant nos clients pour leur montrer un peu ce qui est possible de faire. Parce que ça, on pourrait tout à fait imaginer que demain, une banque traditionnelle vous propose ça. Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de créer de nouveaux services de la DeFi. Elle n'a pas besoin de détenir vos cryptoactifs. Vous en restez le propre maître via votre wallet, votre portefeuille. Mais par contre, elle dit, voilà, si vous voulez échanger des cryptos, moi, je vous conseille de passer par Uniswap et vous avez une interface facilitée sur le 2e onglet. De la même façon avec Aave, de la même façon avec Yearn Finance, qui sont aujourd'hui des protocoles dans lesquels on peut avoir confiance. C'était dit par Franck très justement, n'importe qui à peu près peut pousser du contenu, pousser des smart contracts, donc créer des services. Mais il y a quand même un risque qu'il y ait une faille, volontaire ou pas, dans le code, que n'importe qui, quand je mets mon argent dans le fonds d'investissement XYZ, qu'on puisse retirer mes fonds, et ça, c'est pas quelque chose que je souhaite. Donc là, l'intérêt aussi peut-être pour une banque commerciale, c'est de se dire, attendez, nous, on va pas forcément développer des services qui existent déjà, ça fait pas sens. En revanche, on va être la porte d'entrée, on va vous assurer que si vous mettez votre argent dans ce service-là, il y aura pas de problème, il y aura pas de faille. Ça, c'est aussi un des enjeux pour les acteurs traditionnels.
Vu que t'as demandé est-ce qu'il y avait des questions, il y en a plein qui sont en train de pleuvoir pendant que tu es en train de parler. Je vais peut-être finir du coup quelques slides et puis avec plaisir pour y répondre. Avec Franck aussi, je pense qu'il y aura des choses à dire sur le. Juste, il y en a une, un moment, peut-être que tu vas en parler, mais qui n'est pas une question technique, mais qui est plus un peu sur ton métier au jour le jour. Et Antonin qui nous disait, j'ai du mal à comprendre la stratégie de KPMG sur le sujet. Je ne sais pas si tu as décidé d'en parler un moment, mais je serais assez curieux aussi de savoir. Alors, KPMG, qui est un cabinet d'audit historique, mais qui a maintenant une équipe conseil, advisory, hein, en fait, l'idée, c'est de se dire comment est-ce que je peux accompagner mes clients grands comptes principalement chez KPMG sur l'ensemble de leurs enjeux. Et évidemment que les acteurs bancaires, les acteurs assurantiels, mais pas que, d'autres acteurs de différents services, se posent des questions. Comment est-ce que les technologies blockchain, les cryptoactifs vont avoir un impact ou pas sur mes différents métiers? Et si oui, ils vont avoir un impact, comment est-ce que je m'y prépare? Est-ce que je dois être acteur? Si oui, comment? Et nous, on a à la fois cette capacité de traiter de l'analyse, d'analyser les différents impacts pour des métiers d'acteurs bancaires, mais pas que, et également de développer des prototypes. Cofinance en est une bonne illustration, et également des produits pour des clients. Également sur une partie audit, demain, on peut imaginer qu'une banque commerciale va proposer un service, aura besoin de faire auditer son smart contract, parce qu'une fois que le smart contract il est poussé sur blockchain, on peut plus forcément le modifier. Donc il y a des gros enjeux de vérification en amont. Et donc là, nous, on peut également intervenir. Donc voilà la logique de KPMG de se rapprocher du leader français qu'on était sous Blockchain Partner, maintenant l'ABU Blockchain Crypto de KPMG. Très bien, je te laisse continuer. On regardera les questions qui continuent à avoir une fois que tu auras terminé avec plaisir. ton intervention. Toujours sur cette idée un peu du XUI, je voulais vous présenter très rapidement, mais un service qui s'appelle Argent. Et Argent, alors là, j'ai pris quelques screens de l'interface. Ce ne sont pas mes Ethers à gauche, les cours ne sont pas à jour, je n'y suis pour rien. Ce n'est pas à moi. Mais qu'est-ce que c'est cette application? Ça montre que il n'y a pas que des geeks, entre guillemets, qui développent des choses dans leur chambre. Il y a aussi une vraie volonté de pousser et de créer des nouveaux contenus et d'avoir une ouverture la plus large possible à ces nouveaux usages. Aujourd'hui, Argent, c'est une société, c'est une start-up en Angleterre, il me semble, qui est backée par des très gros VC, qui développe une application mobile qui vous permet de détenir vos cryptoactifs. Et là, on peut voir, vous avez donc 3 slides. La première qui est un peu le dashboard initial, qui vous permet d'avoir une vision sur vos détentions d'actifs, vous permet assez rapidement d'aller acheter, d'aller vendre. Le deuxième slide, c'est justement ce qui vous permet d'aller investir dans les sujets DeFi, dans les services de la DeFi. Donc, c'est assez proche finalement de ce qui est proposé par Cofinance. C'est un peu toujours cette idée. C'est comment est-ce qu'avec une même interface, je vais pouvoir aller être la porte d'entrée sur plein de services différents. Et puis, la troisième, c'est comment est-ce que je facilite le transfert à mes connaissances, aux adresses Ether pour le coup, les autres portefeuilles de mes connaissances sur lesquels j'ai déjà envoyé des fonds et je souhaite éventuellement en refaire. Donc voilà, là, il y a un vrai enjeu de l'UX, de l'UI sur ces produits de services financiers décentralisés. Et là, c'est aussi, je pense, un vrai sujet à la fois pour les acteurs bancaires et pour ceux des fintechs. Aujourd'hui, les fintechs, elles se basent sur les infrastructures existantes pour essayer d'améliorer un peu un certain nombre de choses dans le monde bancaire traditionnel. Là, il y a quelque chose d'assez neuf. C'est qu'on est sur, à la différence des fintechs, on est sur une complète nouvelle infrastructure. Donc là, il y a quelque chose de très différent dans la façon même d'aborder ces sujets et de comment est-ce qu'on peut s'impliquer dans ces nouveaux écosystèmes. Et demain, alors voilà ma petite slide de conclusion. Aujourd'hui, pour vous dire, de la même façon que ça représente 60 milliards la DeFi, il faut aussi prendre la grande picture, la grosse picture, qui est les crypto-actifs en ensemble. Aujourd'hui, c'est 40 millions d'Américains qui ont de la crypto. En France, on considère que c'est entre 5 et 10% des adultes qui en possèdent. Et n'importe qui, aujourd'hui, peut rapidement, facilement, à coût quasiment nul, se créer un portefeuille virtuel, acheter des crypto-actifs sur des plateformes centralisées qui sont peut-être un peu plus simples d'usage au début, et ensuite se connecter à des services de la DeFi, soit directement en allant chercher les protocoles, soit en passant, par exemple, par Argent, demain peut-être par une banque commerciale, vers ces portes d'entrée, vers ces hubs qui permettent d'aller de proposer une autre interface et une autre expérience utilisateur plus simple peut-être. Autre point, les acteurs traditionnels se positionnent notamment grâce au stablecoin, ça c'est très intéressant. Aujourd'hui, il
y a cette question de la volatilité des cours qui peut faire un peu peur à des acteurs traditionnels qui disent, mais attendez, moi, je peux pas mettre du temps et de l'argent et des équipes sur des actifs qui peuvent perdre 40, 50, 60% en quelques semaines. Ça leur fait peur. Et ben, en fait, il y a une réponse par l'écosystème qui est en train de se créer, qui est les stablecoins. Les stablecoins, qu'est-ce que c'est? C'est un actif numérique, tout simplement, un crypto-actif, une crypto-monnaie qui est adossé à du dollar, à de l'euro. Et donc, je peux échanger mon USDC, qui est par exemple aujourd'hui le plus gros stablecoin dollar en circulation. Et ça me permet de rassurer, de rester sur un référentiel que je connais, qui est celui du dollar ou de l'euro. Et ce qui est intéressant aussi à considérer, et je finirai sur ce point des stablecoins, c'est qu'il n'y a pas que des acteurs traditionnels qui s'emparent de ces sujets, des acteurs financiers traditionnels qui s'emparent de ces sujets. Casino, par exemple, est la première entreprise à avoir lancé un stablecoin euro. Alors Casino, de mémoire, c'est pas un acteur bancaire traditionnel très fort. On ne parle pas ni d'un asset manager, donc c'est super intéressant de considérer que d'autres acteurs s'y intéressent. Et puis, il y avait aussi, il y a 2 ans, en grande pompe, Facebook qui annonçait le lancement de Libra, qui est devenu Diem. Bon, ça a été un peu décalé, on ne sait pas trop exactement où est-ce qu'ils en sont, mais ils proposaient aussi potentiellement de créer un stablecoin, dollar. Donc ça, c'est intéressant de considérer qu'on est en train de libéraliser également la gestion et la création de la monnaie. Les acteurs crypto-natifs prennent de plus en plus de place. En effet, on n'est plus sur une niche. Aujourd'hui, par exemple, Coinbase, qui est un exchange, donc une plateforme où vous allez pouvoir échanger vos dollars, euros contre des cryptoactifs et puis ensuite trader vos cryptoactifs contre d'autres cryptoactifs. Aujourd'hui, ils sont au Nasdaq depuis début avril et ils sont valorisés environ à 60 milliards de dollars avec 56 millions d'utilisateurs inscrits. Alors, 56 millions d'utilisateurs inscrits, c'est plus que n'importe quelle banque commerciale européenne. Donc, ça fait aussi relativiser sur le fait de se dire, est-ce qu'on est sur une bulle ou est-ce qu'on est en fait sur quelque chose qui existe et qui est déjà plus fort, ou en tout cas qui est en train de se structurer pour être plus fort que des acteurs existants depuis 15, 20, 30, 50 ans, c'est une réalité. Sachant que Coinbase, c'est une entreprise qui a de mémoire moins de 10 ans. Voilà, ça interroge aussi sur comment est-ce qu'on peut se positionner et est-ce que les acteurs traditionnels devraient y aller? A priori, oui. Et puis, dernier point, les banques centrales se positionnent également. Il y a pas mal de réflexions sur ce qu'on appelle les MNBC, les CBDC, monnaie numérique de banque centrale, où il y a des expérimentations. Alors, c'est encore très confidentiel, mais il y a quand même 70% des banques centrales au monde qui disent s'intéresser, expérimenter sur ces sujets. Et donc, à voir aussi comment à la fois les acteurs traditionnels financiers vont se positionner, mais également les acteurs plutôt publics. Conviction, finalement, les acteurs traditionnels pourront être, s'ils décident de l'être, et puis s'ils ont la rapidité et ils ne se font pas dépasser entre-temps, mais peut-être les portes d'entrée vers ces nouvelles infrastructures financières. Ça, c'est la conviction qu'on porte aujourd'hui, notamment auprès de nos clients bancaires. Peut-être pour aller plus loin, nos équipes ont fait paraître une étude d'une 60aine de pages, un rapport assez exhaustif sur les cryptoactifs. Alors, c'est un rapport qui se veut... vous avez un magnifique QR code que vous pouvez scanner avec vos téléphones normalement sur la slide, qui est libre évidemment gratuitement, et qui présente notamment pour des personnes qui commencent à s'intéresser, qui ne connaissent pas forcément ces sujets, de rentrer dedans et d'approfondir à la fois les sujets, à comprendre vraiment ce que c'est Bitcoin, comprendre ce que c'est la finance décentralisée et comprendre finalement ce que sera le Web 3.0, peut-être l'Internet de la valeur avec un certain nombre de nouveaux types d'applicatifs. Et donc là, je vous invite à aller découvrir cette étude que vous pouvez retrouver à la fois sur nos réseaux sociaux et puis sur les sites de KPMG en cherchant l'étude. Voilà, j'en ai fini pour mon propos du jour. Eh ben, merci Charles, c'était très très intéressant, bien expliqué et franchement j'avais beaucoup à apprendre parce que je suis pas tellement un gros utilisateur, même si j'en entends parler comme tout le monde, mais voilà, je vous remercie bien en tout cas Charles comme Franck pour toutes ces explications. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était top. Est-ce qu'on prend quelques temps encore pour répondre à quelques questions? Franck, c'est bien que tu sois revenu dans la partie. Comme ça, si toi aussi tu veux répondre ou donner un petit peu un avis différent ou une autre vision à ce que Charles pourra dire, tu es le bienvenu. Alors, donc il y a eu plusieurs questions qui sont tombées. Alors il y en a vraiment eu pas mal. Où est-ce que j'en étais? J'ai vu déjà, Franck, que tu avais répondu à quelques questions par écrit. C'est cool, merci.
Donc, on avait. Alors, il y a des questions qui sont peut-être un petit peu techniques. Je ne saurais même pas comment dire les questions de Jean-François Basset qui a l'air d'être assez calé sur le sujet, qui nous parle de Tezos. Ouais, je vois une question de Jean-François sur les opportunités de consultants, sur les langages de smart contract, Michelson et Solidity. Alors, Michelson, Solidity, c'est simplement les langages utilisés pour développer des smart contracts, donc ces applicatifs sur. Alors, Michelson, c'est sur la blockchain Tezos et Solidity sur la blockchain Ethereum. Aujourd'hui, c'est des profils qui sont très recherchés, développeurs sur ces langages-là. Alors, Michelson, je ne saurais pas dire, mais Solidity, en effet, c'est très, très recherché. Il y a beaucoup d'offres. Les salaires sont très intéressants. Donc, je pense que pour des gens qui ont la capacité à faire du dev full stack, c'est à considérer, je pense. Ouais, carrément. C'est un vrai sujet. Moi, je suis assez convaincu que c'est une compétence qui va être de plus en plus recherchée et surtout qu'aujourd'hui, elle est très rare et très, très bien rémunérée, notamment aux US. Même en remote, on voit des trucs passer, c'est incroyable en termes de job. Carrément. Moi, je voulais rebondir un peu sur ce que tu disais, Charles. C'était une très belle intro sur la DeFi. J'ai beaucoup aimé. Et je voulais juste mettre un peu en lumière aussi parce qu'il y a des pépites françaises quand même qui arrivent dans le game, notamment des NFT. Ça fait beaucoup plaisir. Je pense par exemple à Sorare de Nicolas Julia. Donc, ils ont construit une plateforme de foot fantasy, donc un peu comme le Football Manager, mais avec des cartes. J'aime bien le présenter comme ça. Donc, comme les cartes Pokémon, auxquelles vous pouvez faire des équipes de foot et faire des matchs. Et les cartes sont à collectionner. Les cartes, ce sont des NFT. Donc, chaque carte, c'est un joueur avec des puissances d'attaque. Enfin, bref, comme un joueur, quoi, tu vois. Et ils ont bouclé une première levée de, si je dis pas de bêtises, de 30 millions il y a 1 an ou 2. Et là, ils sont en train d'en boucler une nouvelle qui a des rumeurs comme quoi ça atteindrait plus de 500 millions. Donc c'est un truc assez délirant, sachant que la boîte elle a été créée en 2018 et elle serait valorisée à plusieurs milliards, qui ferait probablement la plus grosse licorne française. Et on est dans la blockchain, dans les NFT, on parle de cartes de joueurs de foot virtuels. Donc il y a quand même c'est la bulle. C'est une super startup, c'est une super startup française, on peut en être fier de l'avoir. Et en effet, si c'est 3 milliards, c'est la plus grosse licorne et elle sera crypto. Carrément. Donc, c'est une très, très belle nouvelle. Après, voilà, souvent, les gens me demandent, ouais, mais tu crois pas que c'est une bulle, ça va péter, tout ça. J'ai envie de répondre à ça, mais tout est une bulle, en fait, tu vois. Enfin, c'est pas parce que c'est une bulle, évidemment, ça va pas prendre une place importante demain. Internet est une vraie bulle. Là, on est en train de vivre, pour moi, la ferveur qu'on vivait sur Internet au début, à la fin des années 90. Pour moi, c'est exactement la même chose. Les gens mettent de l'argent à foison. Les gens l'utilisent pour des façons bienveillantes comme très malveillantes. Tout ça, c'est des signes. Tu vois, j'appelle ça une anarchie saine. Tu vois, c'est bien d'avoir ce genre de scam, c'est bien d'avoir ce genre de dérive aussi. Ça prouve qu'il y a des gens qui essayent de l'exploiter, qui essayent d'exploiter cette technologie. Et je pense qu'il faut toujours passer par là pour passer une révolution technologique. Et je trouve que c'est très très bon signe pour le coup. Je suis assez optimiste. Et puis je pense qu'il y a aussi un point un peu de non-retour. Tu vois, quand tu sais que plus de 50% des asset managers américains ils détiennent des cryptos, ça veut dire quelque chose. Quand tu as des énormes groupes qui achètent pour plus d'1 milliard, 1,5 milliard de Bitcoin notamment pour diversifier leur trésorerie, tu vois, c'est quand même des signaux qui montrent qu'il se passe quelque chose et que la situation existante il y a 2-3 ans, c'est plus la même qu'aujourd'hui. Il faut savoir que le marché des cryptos aujourd'hui, il est plus drivé par des particuliers, il est drivé par des entreprises. Et ça, c'est un vrai changement aussi un peu de paradigme de qui achète de la crypto, pour en faire quoi, pour diversifier la trésorerie. C'est quand même autre chose et ça raconte quelque chose de cette évolution de l'écosystème. En parlant d'aujourd'hui, il y a Antoine qui demande dans les questions quid des déconvenus de Binance ces derniers jours. Ouais. Alors, vous voyez de quoi il veut parler? Ouais, tout à fait. Alors, Binance, c'est une plateforme d'échange qui te permet d'échanger tes monnaies fiat, tes monnaies traditionnelles, euro-dollar, contre des cryptos. Binance, c'est une société de mémoire hongkongaise, je crois, ou singapourienne, j'ai un doute, et qui a en effet toujours été un peu sulfureuse, une réputation un peu sulfureuse. Et là, depuis quelques jours, ils sont un peu tapés dessus sur les doigts, notamment en Angleterre, où un certain nombre de banques ont dit non, on arrête, on laisse plus nos clients envoyer de l'argent vers Binance, il y a des questions de sécurité. Et là, depuis, je crois, ce matin ou hier soir, ils ont d'eux-mêmes annulé, tu n'as plus la possibilité de faire un virement SEPA vers eux pour alimenter ton compte Binance et acheter des cryptos. Alors, pour des questions, je ne sais plus exactement pourquoi, mais en effet, il se passe quelques mouvements un peu particuliers autour de cet acteur. Bon, c'est aussi le lot, je pense, de tous les acteurs financiers qui détiennent de la valeur, qui ont des enjeux de risque forts. C'est qu'à un moment, quand il y a des choix stratégiques qui sont un peu douteux, il peut se passer des choses un peu bizarres. Ok.
Autre question, on a Alexandre qui nous a, alors Alexandre qui nous demande c'est quoi la composition de ton portefeuille crypto. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez, laissez faire la police. Je ne détiens absolument pas de crypto actif, je ne sais à peine ce que c'est. C'est pas moi qui ai fait ces slides, je n'y suis pour rien. Non, moi j'ai un tout petit peu de crypto. J'ai découvert un peu en rejoignant Blockchain Partner il y a un peu plus d'1 an maintenant. Mais je considère à tout le monde de s'y intéresser au moins, de savoir de quoi on parle et de ne pas rester sur des positions de c'est le terrorisme. Bon, alors en fait les chiffres, et Franck le disait assez bien, hein, ça semble un peu contre-intuitif de se dire si c'est absolument lisible, si n'importe qui peut aller voir les transactions. Et je vous mets d'ailleurs tout de suite dans le chat le lien vers Etherscan, qui est ce qu'on appelle un explorateur de blocs, qui vous permet d'aller voir n'importe quelle transaction, enfin l'ensemble des dernières transactions qui ont été effectuées sur la blockchain Ethereum ici. C'est un peu contre-intuitif. Et en effet, aujourd'hui, on sait que c'est entre 0,2 et 0,3% des transactions sur Bitcoin qui sont rattachées à des activités illégales. Le dollar, de mémoire, c'est 5 ou 8%. Bon, voilà. Ça parle par soi-même. D'ailleurs, pour rebondir sur ça, et ça fera le lien aussi avec une question pour laquelle j'ai répondu tout à l'heure, on m'a dit, mais du coup, quand il y a une fraude dans la blockchain, on peut tracer les... Et je lui dis oui, et ça arrive tout le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des vols de crypto-monnaies parce qu'une plateforme a codé un smart contract qui fait qu'ils ont volé l'argent qu'il y avait dedans. Eh bien, d'un seul coup, les créateurs du projet contactent tous les exchanges Coinbase, Binance et tout pour bloquer le compte sur lequel sera déposée la monnaie qui a été volée. Et ça arrive. C'est-à-dire que après, c'est une question de temps. Tu vois, faut vite le bloquer avant que le gars il puisse sortir sa crypto en dollars. Mais ça arrive tous les jours et c'est comme ça qu'on arrive à arrêter des fraudes. Donc oui, clairement, il y a une transparence qui est très bénéfique pour contrer les fraudes. Ouais, c'est super intéressant. L'entreprise qui gère, qui émet ce qu'on appelle le stablecoin dollar, l'USDC. Aujourd'hui, en fait, comment est-ce que ça fonctionne pour émettre un stablecoin dollar et pour assurer qu'il aura toujours la valeur d'un dollar? En fait, si j'émets 1 million de jetons qui valent $1, je mets 1 million, je bloque 1 million sur un compte bancaire. L'entreprise qui fait ça, évidemment, elle se fait auditer ses comptes pour assurer que le nombre de jetons émis, il est égal au nombre de dollars bloqués sur le compte. Et en effet, tu peux retrouver dans les rapports qui sont publics, USDC rapport, ou c'est l'USDT, j'ai un doute, non, c'est l'USDC, c'est par l'entreprise d'audit Grant Thornton, qui publie, en effet, on a ajouté X dizaines d'adresses à blacklister parce qu'on considère qu'il y a des usages à risque. Enfin, en effet, tu peux imaginer demain que ces acteurs financiers se mettent d'accord sur une base de données ou que les régulateurs traditionnels se disent attendez, ça c'est un certain nombre d'adresses qu'on veut blacklister. Donc c'est super intéressant sur ces questions de lutte contre le blanchiment, financement du terrorisme. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Deux autres questions là qui arrivent, notamment, alors il y en a une pour toi, Charles, qui parle, parce que je vois pas marqué KPMG, la toute dernière là d'Alexandre. Est-ce que KPMG propose des services d'audit de stablecoins? Alors c'est quelque chose sur lequel on est en train évidemment nous d'essayer de faire avancer les usages d'un groupe comme KPMG qui est aux États-Unis assez avancé, travaille avec pas mal d'entreprises qui gèrent des cryptos, notamment MicroStrategy qui est en gros la première entreprise Nasdaq cotée à avoir acheté de mémoire aujourd'hui plus d'1 milliard dollars d'équivalent de Bitcoin. Donc oui, on travaille déjà avec des entreprises qui détiennent des cryptos sur les questions d'audit, d'expertise comptable. Et demain, on l'espère en France sur ces sujets, notamment de mise en place de stablecoin euro, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de stablecoin euro qui existent. Pour faire de mémoire, aujourd'hui, stablecoin dollar, c'est en gros 150 milliards de dollars. Les stablecoins, 150 milliards de dollars, 99%, c'est du dollar. Donc, il y a aussi un enjeu de souveraineté assez intéressant sur la question de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'euro, pourquoi est-ce que les régulateurs ou les acteurs ne se committent pas, n'avancent pas sur ces sujets. Donc, si on peut les accompagner demain, avec grand plaisir. Et on a les compétences, en tout cas en interne. Pour terminer avec les questions des auditeurs, il y a une question de Daryl qui se tourne vers l'avenir, qui me paraît aussi un peu intéressante. Que pensez-vous de l'avenir des cryptos si la réglementation européenne est plus restrictive? Qu'en est-il des cryptos d'État? Qu'en pensez-vous? Là, je m'adresse à vous deux. Des cryptos d'État, c'est-à-dire il y a l'avenir des cryptos avec la réglementation européenne restrictive. Et il parle aussi, alors je ne sais pas si c'est deux questions qui sont liées, mais il nous parle aussi de qu'en est-il des cryptos d'État? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, peut-être sur le premier point, sur la réglementation. Il faut savoir qu'en France, c'est réglementé l'usage des cryptoactifs. Il y a un statut qui s'appelle le statut PSAN, prestataire en service en actifs numériques,
Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Les entreprises ne peuvent pas faire de la communication si elles n'ont pas ce statut, si elles ne sont pas régulées auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Donc, il y a déjà un statut en France. A priori, il y a des discussions qui sont faites au niveau européen avec un nouveau statut qui devrait arriver dans les prochains mois, qui se collerait, qui serait plutôt proche du statut en France. Donc là, on a de la chance, on a une régulation qui est plutôt qui est existante en France. Donc on n'est pas dans on a supprimé un peu cette zone grise qui est toujours un peu compliquée quand on est, je pense, entrepreneur et qu'on veut se lancer à corps perdu, parce qu'on n'a pas forcément envie de se dire que la banque demain peut dire, bah non, ce que vous faites c'est illégal, on ne veut pas vous baquer. Cela étant dit, ça n'a pas empêché des banques commerciales de refuser ou de compliquer la création de comptes bancaires à des entreprises qui avaient pourtant ce statut de SAM et qui étaient réglementées, inscrites auprès de l'AMF. Et c'est un autre sujet. Est-ce que tu as un avis sur ce sujet aussi, Franck ? Pas tellement, j'avoue, sur ce sujet-là, je suis Ok. beaucoup plus focus sur des applications DeFi que ce que l'État peut en faire. Mais par contre, ça va être un vrai sujet assez vite. Ouais. Par contre, je voulais rebondir sur une question qu'on t'a posée, toi, Charles. Moi. On Ouais. t'a demandé si derrière toi, c'était un CryptoKitty qu'il y avait. Et j'ai l'impression que oui. Écoute, Et, c'est tout à fait exactement. Alors, il n'y a ouais. pas de lien pour aller voir sur Etherscan s'il m'appartient vraiment, mais en effet, il est bien. Et du coup, ça va me C'est bien permettre CryptoKitty. de mettre un petit warning. C'est vrai que la CryptoKitty, du coup, c'est une plateforme, c'est comme un jeu où on peut collectionner des chats qui sont complètement uniques dans la blockchain. Et c'est vrai que justement, avec Art for All, le site qu'on a construit avec mon frère, d'ailleurs, je vous remets le lien, ce qu'on fait, c'est qu'on audite les NFT. Et pourquoi on a ce besoin d'auditer les NFT, c'est parce que plusieurs NFT ne sont pas forcément très bien décentralisés. Tu vois, et par exemple, ton NFT, il pourrait disparaître à tout moment parce que l'image qui est dans le NFT peut être hébergée sur un serveur qui est privé. Et d'ailleurs, c'est le cas sur CryptoKitty. L'image, le visuel en lui-même n'est pas sur la blockchain, mais il est bien sur des serveurs de la CryptoKitty. Donc, il y a juste un numéro de série dans la blockchain qui fait référence à une URL qui appartient à CryptoKitty. Et c'est là que c'est intéressant parce que ton CryptoKitty, au final, l'image pourrait disparaître ou pourrait changer par la bonne volonté de CryptoKitty.com à n'importe quel moment. Et c'est pour ça qu'on voulait alerter les gens aussi qui sont à fond dans les NFT, parce qu'il y a certains NFT qui sont centralisés et qui peuvent disparaître à tout moment, d'où le fait qu'on s'est transformé en Yuka des NFT, où on a généré un score de confiance qu'on peut avoir sur des plateformes de NFT. Je dis ça parce que je n'avais pas trop parlé de Art for All, mais c'est un peu notre combat, parce que certains vendent des NFT qui sont bien trop centralisés et du coup qui perdent l'intérêt de la blockchain, quoi, tout simplement. Donc, un petit warning par rapport à ça. Ouais. Ok, très bien. Alors, on a un peu dépassé l'horaire, as usual, j'ai envie de dire. Dernière question que j'aime bien poser, c'est déjà, est-ce que vous faites du contenu régulièrement comme vous pouvez en faire là, ou est-ce qu'on peut voir votre actualité ? Est-ce qu'on peut vous suivre quelque part ? Et aussi, autre question qui va avec, pour les personnes qui ont suivi ce webinaire et qui veulent en savoir plus sur la blockchain, sur les cryptoactifs de manière générale, est-ce que vous avez des petits liens à conseiller et des endroits où vous-même peut-être vous renseigner pour être au courant des dernières nouveautés ? Voilà, si vous pouviez, je sais pas, Franck. Ouais, alors c'est vrai que je fais pas mal de contenu moi, sur mon Instagram personnellement, sur la blockchain et notamment sur la vulgarisation de ce qu'on peut en faire, etc. Maintenant, pour faire une veille un peu plus sur l'écosystème, moi c'est beaucoup Twitter. Il faut savoir les réseaux sociaux de la blockchain et de la crypto en général, même des NFT, surtout des NFT, c'est beaucoup Twitter. Il faut savoir que chaque projet a priori son propre serveur Discord et les gens interagissent beaucoup sur Discord. Ok. Donc vraiment, si vous voyez un projet passer, n'hésitez pas à consulter Discord, le Discord du projet et le Twitter. Et généralement, ce que je fais, moi, ma petite technique, c'est je repère un petit influenceur sympa qui met de la news crypto sur Twitter, je regarde ses followers et hop, je continue, je me perds dans Twitter comme ça. Mais généralement, ceux qui parlent de crypto assez ponctuellement, c'est sur Twitter. Maintenant, vous avez des médias comme le Journal du Coin, vous avez des influenceurs comme Asher qui expliquent aussi très bien les notions. Donc, allez les voir aussi. Je vais les mettre là dans la conversation. Après, si toi, Charles, tu as des liens, go. Ouais, bien sûr. Je vais vous envoyer un petit message là. Il y a évidemment l'étude que je vous invite à télécharger, à lire, hein, qui est vraiment, je pense, une très bonne introduction complète et assez exhaustive sur le sujet blockchain, mais pas que, crypto, et qui va assez en détail, qui est très bon. Moi, il y a un site que je regarde de temps en temps, que je suis notamment sur LinkedIn, Cryptost, qui est une sorte un peu comme le journal du coin, hein, qui fait pas mal d'actu. C'est une bonne façon de voir un peu passer des titres intéressants.
Nous, notre LinkedIn, Blockchain Partner by KPMG, dès qu'on publie, dès qu'on fait des interventions à la télévision, dans des radios, dans des médias, qu'on publie des articles, qui nous arrivent plusieurs fois par semaine, tout est centralisé là-dessus. Donc, vous pouvez aller nous suivre et aller découvrir. Il y a Messari. Alors ça, c'est un peu l'étape d'après. C'est pour les gens qui veulent aller chercher du contenu très poussé. Il y a même des abonnements payants sur tout ce qui est DeFi. C'est Messari, peut-être le site de référence. Et puis, après, je vous invite aussi à découvrir nos différents sites internet. Donc, il y a Blockchain Partner by KPMG. Vous pouvez retrouver un peu nos prestations, quelques informations sur nos clients et les missions qu'on a pu faire, nos articles également. Et puis, pour ceux qui veulent creuser un peu le sujet finance décentralisée, on a fait un site l'été dernier, financedécentralisée.io. Vous pouvez retrouver des articles à la fois ce qui explique un peu ce que j'ai essayé de faire en quelques minutes tout à l'heure, qu'est-ce que c'est la DeFi, et puis qui approfondit sur des services, des protocoles, des nouveautés induites par ces services. Yes, et après, sur YouTube Ok. également, Twitter, tout à fait, il y a une grosse communauté. YouTube également, il y a beaucoup de choses qui passent. Et Je vois qu'il y a du monde qui met aussi des petits liens. Vas-y, Ouais. Franck. Ouais, non, juste pour finir comme ça, j'ai créé un Telegram il y a quelques mois maintenant pour aider les débutants à démarrer dans la blockchain et s'échanger des bons plans, etc. Donc n'hésitez pas, on est plus de 300 maintenant. Avant, c'était qu'un petit groupe d'amis et en fait, les gens s'invitaient. Et du coup, maintenant, on est plus de 300. Donc voilà, j'ai mis le lien, n'hésitez pas à partager, vous allez voir, la bonne humeur est au rendez-vous. Et évidemment, Ok. je l'avais mis au début et je le mets ici pour conclure, le papier de Satoshi Nakamoto quand même, Bitcoin Peer-to-Peer Cash System, qu'il faut évidemment lire. Hein, c'est quand même la genèse de nos échanges. C'est toujours intéressant. Ok. Et ça fait que 8 pages. Ça ne fait que 8 pages.